Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Cette semaine, il s'est passé tellement de choses. J'essaye de varier un petit peu les plaisirs et de ne pas reparler des certains sujets que j'ai déjà abordés la semaine dernière. C'est un peu ma résolution pour cette saison 2. Donc, je vais m'empêcher de parler de Heated Rivalry, même si vraiment c'est mon empire romain, donc j'ai que envie d'en parler. C'est tellement une série extraordinaire et d'ailleurs on a la date de sortie puisque ça sortira début février sur HBO Max en France et ça vient de sortir au Royaume-Uni sur Sky Sport, sur Sky, pourquoi c'est Sky Sport? MDR, bref. Voilà, en plus il était au Golden Globes ce week-end, donc voilà, mais je vais pas en parler ni de eux, ni du Golden Globes d'ailleurs, parce que déjà les Golden Globes, je pense que je suis pas legit pour en parler, j'ai pas suivi, voilà, et c'est vraiment pas, je pense, la cérémonie que je peux commenter. Donc, il y aura pas de commentaire de ma part sur ce sujet. Par contre, on a tout plein d'autres sujets à traiter. Et le premier, c'est Olivia Rodrigo, qui fête cette année les 5 ans de son album Sour, donc son premier album, mais surtout, début janvier, on a fêté les 5 ans de Driver's License, qui était son premier titre, son premier single, et son plus grand succès à l'heure actuelle. Donc voilà. Et elle a annoncé à l'occasion qu'elle allait faire un nouveau projet autour de cet album Sour pour les 5 ans. C'est de inviter plusieurs artistes à faire des covers de toutes les chansons qu'il y a sur l'album. Donc le premier qui est d'ores et déjà sorti, c'est le cover de Driver's License par David Byrne. Personnellement, je le connaissais pas, mais j'ai appris que c'était un musicien et un cinéaste écossais. Et il était notamment dans le groupe Talking Heads, qui est un groupe New Wave des années 70, équivalent à peu près à The Cure, même énergie, même époque. Donc voilà. Et j'ai écouté cette version et en vrai elle est hyper intéressante parce que bah, c'est pas du tout le même style pour le coup, c'est vraiment son style à lui. Et c'est hyper intéressant, donc j'ai vraiment hâte de savoir qui elle a réussi à emmener sur ce projet. Parce que c'est vrai que quand elle est arrivée, Olivia Rodrigo, je pensais que elle allait vraiment être seulement sur un seul style et que ses références pop allaient être seulement bah, Taylor Swift notamment parce que dès le début elle a affirmé bah, son le fait qu'elle soit fan de Taylor Swift. Mais en fait, elle a vraiment plein d'autres genres, genre notamment elle est fan de Billy Joel, elle est fan des Beatles, enfin elle est fan de plein de choses, des Rolling Stones aussi, enfin bref. Donc je trouve que c'est vraiment cool d'avoir plusieurs refs dans cet album, donc j'ai très hâte de savoir qui elle va embarquer, tout simplement. Donc voilà, et j'espère que ça, on va pas avoir trop besoin d'attendre pour découvrir tous ces nouveaux covers. La deuxième chose et la grande nouvelle de cette semaine, c'est une hallucination. Joe Keery, qui est également connu sous le nom de Joe et qui est connu pour être Steve dans Stranger Things, qui est actuellement mon White Boy of the Month. Je l'aime de tout mon cœur, je l'adore. Et je sais pas si j'en ai vraiment parlé la semaine dernière, mais donc bien sûr j'ai suivi Stranger Things et il faut savoir que moi je suis une grande fan de Joe, le musicien, l'artiste. Et du coup ça m'a fait trop réécouter toutes ses musiques parce que son album il est sorti au début de l'année et c'est vrai qu'en fait j'avais écouté mais pas bien, enfin je sais pas, j'avais pas eu ma période Joe alors que bah en 2024 vraiment par contre j'étais à fond sur tout ce qu'il faisait, c'est vraiment là où je l'ai découvert. Bah après bien sûr le gros tube qui a été End of Beginning à la fin de l'année 2023 je crois. Bah bref, je me suis intéressée à Joe Keery en 2024 et là c'est vrai que son dernier album j'avais pas été fan, mais du coup, bah, ça a été l'occasion de reprendre à l'écouter. Et je n'ai pas été la seule à faire ça, puisque Joe Keery a détrôné Taylor Swift cette semaine, puisque End of Beginning a atteint la première place du top 50 Spotify mondial le 2 janvier. Sachant que c'est un exploit parce que
bah, Taylor Swift était numéro 1 depuis 78 jours consécutifs avec The Fate of Ophelia. Et je crois que pendant toute la semaine du 2 au 7 janvier, mais après j'ai plus les stats parce que je les ai pas regardées et je crois qu'elles sont pas disponibles encore, bah, il était premier. Alors que sachez que l'année dernière, Taylor Swift, elle était première tous les jours de l'année sauf un, je crois, où c'est Sabrina Carpenter qui était première avec Man Child. Donc voilà, sachez-le. Également, je voulais parler du fait que Joe Kerry, en interview, parce qu'avec toute cette promo autour de Stranger Things, il a également pu parler de ses différents projets musicaux. Et il a avoué que il avait pensé à s'appeler, en tant que nom de scène, Leroy Merlin. Leroy Merlin, en anglais. Ce qui est hilarant, parce qu'ensuite, il a dit, mais j'ai ensuite capté que je pouvais pas prendre ça puisque c'était une enseigne française. Et donc là, vous dites c'est hilarant, mais vous savez ce qui est encore plus hilarant, c'est que le roi Merlin a vu cette vidéo. Et c'est donc renommé sur TikTok, genre Joe fan account Merlin. Genre ils ont commencé à commenter et tout. Et Joe ensuite a commenté ses TikTok. Enfin bref, c'est hilarant qu'il y ait eu une conversation, genre ça m'a fait trop rire ce qui s'est passé. Donc voilà, la petite anecdote un peu marrante, un peu funny fun. Voilà. Autre chose, une grande annonce, c'est que nous avons un retour de Bruno Mars cette année. Et oui, puisqu'il a annoncé un nouvel album et une tournée. Donc moi personnellement, je me suis inscrite pour les préventes. Et si j'arrive pas à avoir les préventes, j'irai sur les ventes normales. J'aimerais avoir des places pour Bruno Mars cette année. Le seul truc, c'est que j'ai un peu peur de son album. Parce que c'est vrai que ces dernières musiques, j'ai pas vraiment été emportée. Moi, je suis une fan de Bruno Mars, de Unorthodox Jukebox, comme je pense toute la Terre, puisque c'est vraiment non seulement son meilleur album, mais je pense l'un des meilleurs albums de tous les temps. Et j'étais aussi fan de son dernier album, enfin pas de son dernier, je sais pas si c'est son dernier, mais en tout cas le dernier que j'ai écouté, qui était 24 Karat Magic. Je suis pas réellement sûre que ce soit ça le nom de son album, mais en tout cas c'est celui où il y a la musique 24 Karat, où il y a Finesse, où il y a Versace on the Floor. Enfin bref. Donc, je sais pas, mais je me dis qu'en vrai, ça vaut le coup quand même d'avoir des places. Et puis, si jamais vraiment je vois que le programme et la setlist de la tournée sont pas ouf, je me permettrai de les revendre. Y a aucun souci. Et peut-être vous les faire gagner. Mais si je vous les fais gagner, il faudra les payer. Mais vous, ma communauté, vous passerez avant tout. Sachez-le. Pour toujours, forever and ever, in my heart. D'ailleurs, en parlant de concert, je voulais aborder cet autre sujet avec vous. C'est qu'on a eu une grande annonce cette semaine. Une annonce qui peut sembler anodine, mais qui, pour tous les fans de concert, est quand même assez important. C'est que Live Nation a acheté la Défense Arena. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Live Nation, c'est un distributeur de musique. C'est eux qui s'occupent notamment de produire, réaliser les tournées, de distribuer les tournées, etc. Ils sont vraiment majoritaires sur le marché. Ils ont à peu près, je sais pas, comme ça, 70% à peu près du marché. Donc ils gèrent vraiment beaucoup de tournées. Et leur concurrent, c'est AEG, qui est européen. Et Live Nation est américain. Sachez que AEG possède Bercy. Donc à Paris, il va y avoir Live Nation et AEG dans les grandes salles. Et déjà, donc la première chose, c'est que c'est la première salle européenne, je crois, qui a été achetée par Live Nation. Et en fait, ce que ça va changer, c'est que il faut s'attendre à ce que la plupart des grands concerts ne se fassent plus ni à l'Accor Arena, ni à l'Adidas Arena, mais plutôt à la Défense. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Live Nation possède la Défense Arena? Ça veut dire que quand ils vont organiser des tournées, eh bien tout simplement ils vont se dire ah, mais si je dois louer une salle autant que je la loue à moi-même et que du coup
le prix du loyer, je me le renvoie à moi plutôt que de donner de l'argent à des concurrents, puisque ils vont jamais décider de le faire à Bercy. Puisque donner à Bercy, c'est donner à leurs concurrents. Donc, ça va vraiment changer parce que ça veut dire que la plupart des concerts maintenant à Paris seront probablement à la Défense Arena, en tout cas tous les concerts internationaux. Donc voilà, c'est un peu la grande nouvelle et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ce genre de choses, je trouve que en fait ça provoque des petits changements dans l'industrie que nous on remarque pas tellement. Enfin, on peut remarquer un peu, mais on sait jamais vraiment pourquoi. Et ben sachez que si maintenant vous vous rendez compte que tous vos artistes internationaux commencent à passer à la Défense Arena, alors que pour l'instant c'est quand même assez petit, genre la Défense Arena c'est quand même plus pour des événements sportifs encore. Donc voilà. Et sachez également que c'est quand même pas rien puisque la Défense Arena est la plus grande salle couverte d'Europe. Voilà. Enfin genre celle qui a la plus grande capacité quoi. Donc c'était quand même pas rien. Voilà voilà. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. C'était tout pour les petites informations un petit peu musicales, mais pas vraiment, puisqu'il y a une petite transition, et oui, je choisis bien l'ordre de mes sujets, puisque j'ai envie de vous parler d'une comédie musicale qui s'appelle Chess the Musical. Laissez-moi vous en parler, j'ai fait beaucoup de recherches parce que c'est en train de devenir aussi mon empire romain. Je sais, j'ai énormément d'empires romains, mais bon, voilà, enfin, c'est pour ça que j'ai monté un podcast, les gars, donc on se calme. Bref, Chess the Musical. Parlons-en. Tout commence avec un album concept qui est sorti en 1984 et qui a été écrit et produit, enfin instrumentalisé, genre je sais pas comment dire, mais voilà, par Tim Rice, Björn Ulvaeus et Benny Andersson. Alors si les deux derniers vous disent quelque chose, peut-être, c'est parce que ce sont des membres du groupe ABBA, tout simplement. Et oui, cette comédie musicale est tout droit sortie du gros cerveau de ABBA. Alors, c'est un album concept, comme je l'ai dit, qui a été écrit par eux et qui a été interprété par contre par plusieurs interprètes. C'est un album qui suit la vie et qui raconte l'histoire de 6 personnages fictifs. Et pour vous donner un petit peu le sujet, c'est sur un triangle amoureux entre 2 joueurs internationaux et de renommée mondiale d'échecs et de l'assistante de l'un des 2 joueurs. Donc il y a un petit triangle, comme je l'ai dit, qui s'installe et les rumeurs disent que c'est un peu tiré d'une histoire vraie, notamment de Victor Kochnoy, Bobby Fischer et Anatoly Karpov. Et en fait, c'est une histoire qui se déroule dans un contexte de guerre froide aussi. Ce qui explique la suite de mes propos, puisque donc après la sortie de cet album, déjà la critique a été insensée. Rolling Stones l'a qualifié de une musique brillante qui couvre presque toutes les bases de la pop. Times a dit que c'était une synthèse symphonique de rock mûrement sophistiquée et pleine de sons agréables. Donc ce n'est quand même pas rien. Donc il y a eu des singles, il y a eu cet album, ça a été adoré quand c'est sorti en 1984. Et puis le but même de cet album, c'est que ça soit ensuite adapté en version théâtrale, en version comédie musicale. Donc ça a été adapté dans beaucoup de salles et par beaucoup de compagnies, notamment Stockholm, Hambourg, Londres et Paris, où ça a rencontré un succès moyen. À part à Londres où il y a vraiment eu un très grand engouement puisque la compagnie elle a quand même fait pendant 3 ans elle a quand même programmé pendant 3 ans la comédie musicale, donc c'est quand même assez conséquent. Et puis il y a aussi eu une adaptation à Broadway, mais il y a eu des très mauvaises critiques. Ça a duré que 8 semaines, donc ils ont coupé court parce que c'était terrible. En gros, ça a commencé, les gens sont venus puisque l'album est très très connu et les gens se sont dit mais c'est trop bien. Sauf que l'adaptation était nulle. Pourquoi l'adaptation était nulle? Parce que quand ça a été adapté début des années 90.
Sauf que, comme je l'ai dit, contexte de guerre froide. Nous avons des personnages qui sont soviétiques, il y en a d'autres qui sont américains. Et en 90, c'était compliqué de réadapter le script, l'histoire qui avait été écrite dans l'album pour que ça soit digérable et entendable après la guerre froide. Et aussi parce que c'était un public américain. Et dans la comédie musicale, les Américains sont un peu montrés comme des personnes assez odieuses. Bon, voilà. Donc il y a eu un gros problème d'adaptation et en fait il y a eu plusieurs fois des essais de réadapter ce succès, mais ça n'a pas vraiment marché à Broadway. Par contre, ça a marché, comme je l'ai dit, à Londres et ça a aussi bien marché en 2002 avec une version suédoise. Donc un peu mitigé quand même aux États-Unis. Il y a toujours eu un petit peu des choses. Il y a eu d'ailleurs une tournée concert. Donc en fait, c'était pas vraiment une comédie musicale, mais c'était un peu un concert joué, mais c'était différent. Et là, ils ont décidé, en cette fin d'année 2025, de reprendre et de refaire vivre cette comédie musicale à Broadway. Et dedans, nous allons retrouver Léa Michel en tant que Florence, donc l'assistante d'un des joueurs. Léa Michel, bon, si vous la connaissez pas, laissez-moi vous la présenter. C'est l'actrice principale de Glee. C'est Rachel Berry dans Glee. Pour moi, Glee, c'est un sujet à part entière. Peut-être qu'un jour, j'oserai enfin sauter le pas et vous parler de mon amour pour Glee et surtout de tout ce qui se passe avec les acteurs de Glee et comment tout se lie au final. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, Léa Michel joue dans cette comédie musicale. Elle est accompagnée de Nicolas Christopher, qui est Anatoly, l'un des joueurs, et elle est également accompagnée de Aaron Tveit, qui joue Freddy. Laissez-moi vous en parler. Aaron Tveit, il a eu un Tony pour sa prestation dans Le Moulin Rouge. Il a également joué dans Wicked. Il a fait l'adaptation en film américain, genre la version américaine des Misérables. Elle a été également dans l'adaptation de Grease Live, le film Live. C'était sorti dans les années 2000, laisse tomber. Il a également joué dans Gossip Girl. Bon, ça, je l'ai appris en faisant des recherches, vous vous doutez bien. Maintenant, pourquoi j'ai envie de vous parler de lui spécifiquement? Déjà parce qu'en fait, c'est lui qui carry the show. Bien sûr, je l'ai pas vu, puisque je ne suis pas allée à Broadway. Mais c'est ce que j'ai entendu. C'est lui qui carry the show. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a une aura énorme. Il a une aura énorme. Et je vais vous le dire. En fait, c'est lui, c'est son personnage, qui chante l'un des plus grands singles de l'album, qui est One Night in Bangkok. Et pour moi, One Night in Bangkok, c'est ma musique de la semaine. C'est-à-dire que elle est en boucle et en boucle. En boucle, les gars. Si vous avez regardé mon compte Instagram et ma story ce week-end, vous avez pu apercevoir cette musique. Et j'espère que vous allez l'écouter. Pour moi, c'est une musique de comédie musicale. C'est ça la musique de la comédie musicale. C'est exactement ça. C'est de la passion, c'est du parler, c'est du chanter, c'est de l'amour, c'est du bonheur. C'est ça. C'est One Night in Bangkok. Et également, cet homme est beau. Il a une aura énorme, comme je l'ai dit. Et c'est lui qui fait que Chess the Musical est non seulement très bien critiqué, puisque la version a été beaucoup mieux adaptée, mais également, c'est lui qui fait que Chess the Musical est putain de viral sur TikTok. Oui, 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 oui. Vous y croyez ça? Moi, j'y crois. Et sachez que je vous conseille énormément d'aller écouter cette musique. Je répète, One Night in Bangkok. Une nuit à Bangkok. Les gars, vous allez péter un plomb en fait. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas en train de danser
quand vous écoutez cette musique, c'est que vous êtes des gros blaireaux. Voilà. Désolée pour toute personne qui se sent offensée, mais c'est simplement la vérité. Et voilà. C'est déposé, emballé, c'est pesé. Bref. Autre sujet. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? People We Meet on Vacation. J'ai envie d'en parler, pourquoi? Tout simplement, si vous n'êtes pas au courant, c'est une comédie romantique qui est sortie sur Netflix. Et vous dites, bon, ok Jeanne, un film d'amour qui est sorti sur Netflix, ça sort toutes les semaines. Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que ce n'est pas n'importe quel film. C'est un film adapté d'un livre. Un livre que j'ai adoré et un livre qui a été écrit par l'une de mes autrices préférées, Emily Henry. Emily Henry a signé un contrat avec Netflix pour adapter, je crois, presque l'intégralité de sa bibliographie. Je suis pas sûre que ça se dit bibliographie, mais en tout cas, l'intégralité de ses œuvres. Donc, il y en a déjà plusieurs qui sont en tournage, en train d'être castés, en train d'être écrits, vous voyez, tout ça quoi. Et le premier est sorti cette semaine, comme je vous l'ai dit, People We Meet on Vacation, laissez-moi vous en parler. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent à la fac, qui deviennent besties parce qu'ils viennent tous les deux d'un trou perdu dans l'Ohio alors qu'ils sont à l'université de Boston. Ils se rencontrent à la rentrée et l'été d'après, ils se revoient pour faire un petit peu de covoiturage pour rentrer chez eux. Et là, ils deviennent amis. Et ensuite, ils décident que... la meuf, elle a une passion pour le voyage. Alors que lui, il est un peu rabougri. Enfin, il est aigri, en fait, comme garçon. Et il est en mode, ouais, ok, les voyages, bon... Et il a une copine. Sauf que l'été d'après, il se sépare de sa copine. Du coup, elle lui dit, mais viens, on va en voyage pour te changer les idées. Et pendant ce voyage, ils se sont dit que désormais, tous les étés, ils partiraient en vacances. Peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde, ils partiraient en vacances pendant une semaine, tous les étés. Et on les voit tous les étés, ce qui se passe, devenir amis. Et en fait, ils vont développer une passion pour changer qui ils sont quand ils sont en vacances. C'est-à-dire qu'ils s'inventent un peu une vie. Des fois, ils sont mariés, des fois, ils sont divorcés, des fois, ils sont en lune de miel. Vous voyez? Du coup, c'est tellement amusant. Ils s'amusent vraiment. Et le film et le livre sont écrits d'une manière à ce qu'on ait le présent et des flashbacks vers les étés qui sont passés, qui se sont écoulés. Pour moi, c'est un super film. Après, j'ai quelques réserves. Puisque je trouve que j'ai adoré le film, sachez que j'ai pleuré. Mon cœur était tellement attendri, mais en même temps tellement serré. Je me suis dit que j'ai pas trop aimé être célibataire pendant ce film. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas aimé cette expérience d'être célibataire en regardant ce film. Toutefois, c'est pas une adaptation très littérale du livre, puisqu'il y a plusieurs choses qui ont été modifiées ou qui sont passées assez vite. Donc, c'est un bon film, ce n'est pas vraiment exactement le livre. Puisque déjà, à mon sens, les différents étés qu'on voit, donc tout le temps qui passe, en fait, on voit très peu. Du coup, c'est difficile de comprendre bien leur relation, Enfin, c'est pas difficile de la comprendre, mais en fait, on ne voit pas beaucoup de comment est leur relation, de ce qui se passe, de ce qu'ils se disent. Et je trouve que c'est très vite pas ambigu. Enfin, ambigu, justement, dans le film. C'est-à-dire que très vite, on voit qu'il y a une romance qui s'installe et qu'ils sont pas besties. Alors que dans le livre, c'est moins évident, en fait, de savoir quand est-ce que c'est devenu ambigu. Quand est-ce qu'il y a eu ça? Et puis, surtout, et la raison pour laquelle certains fans du livre sont un peu frustrés, c'est que certaines phrases très marquantes et qui ont vraiment fait que le livre a été si aimé par les lecteurs, des fois c'est simplement des phrases, des citations, certaines n'étaient pas là.
Et du coup, c'est un petit peu frustrant pour ses lecteurs. Personnellement, je suis une lectrice qui est, quand elle a adoré un livre, mais qui peut très facilement ne plus s'en souvenir. Donc, moi, en tant que personne qui me souvient plus très bien du livre, j'ai adoré. Mais c'est vrai que quand je reprends un peu tout ce que les autres peuvent me redire et me rappeler sur ce qui se passait dans le livre, voilà quoi. C'est vrai que je suis un peu déçue sur certaines adaptations. Mais c'est quand même tellement un film genre englobant quoi. Donc je recommande fois 1000. Voilà. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Oh. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. En tout cas, sur tout ce qui est pop, girly, queen, guy, yes. Bon, j'ai pas de suite. Je vais m'arrêter là. Mais je voulais quand même parler un petit peu de sport aujourd'hui. Puisque nous sommes arrivés à un moment tragique de la CAN. La CAN. La CAN. C'est très triste parce que la France aurait pu vivre une demi-finale d'anthologie Algérie-Maroc. Peut-être que notre pays aurait été mis à feu et à sang, du moins à la capitale. Peut-être que tous les kebabs de France auraient pu être incendiés ce mercredi 14. Mais finalement, ça n'aura pas lieu, puisque l'Algérie s'est fait avoir comme des belles merdes en perdant 2-0 contre le Nigeria. Désolé les Algériens, mais ce sera pas pour vous, finalement. Et voilà, je suis très triste parce que j'aurais adoré vivre une demi-finale Algérie-Maroc en France. Pour moi, ça aurait été génial. Mais voilà. Donc mon avis sur les pays qui restent, sachez que d'abord c'est mon top 4. Je commence à la 4e position, c'est le Sénégal. Désolé, le Sénégalais, vous êtes pas ma cam. Vous êtes pas ma canne. Vous l'avez ou pas? Hey. Mais non, je sais pas. Le Sénégal, en fait, je connais pas, je suis pas attachée à eux. Non, voilà. 3e position, l'Égypte. Parce que, en fait, pareil, je connais pas du tout leur équipe de foot, mais l'ambassadeur d'Égypte en France, il m'a donné un pins au JO 2024. Donc, je me sens redevable. Ensuite, nous avons le Nigeria, parce que j'ai trouvé qu'ils font un run absolument incroyable à la CAN. Malheureusement, ils ne peuvent pas avoir la première place, puisque pour tous mes amis marocains, je suis obligée de supporter le Maroc. Également, comme toute fille qui se respecte, oui, Hakimi, bon. Mais en même temps, pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu... vous voyez, un peu comme Mbappé. Genre, il est hyper fort, mais... je sais pas. Genre, je suis pas en mode fantasme, mais je reconnais qu'il est quand même hyper fort. Et surtout, ils ont grave des joueurs, genre, qui ont de l'aura au Maroc. Et c'est ce que je veux. Et aussi, en fait, c'est chez eux. Du coup, c'est tout ce qu'ils méritent de gagner. Genre, moi, je leur souhaite de gagner chez eux, en fait. Donc, voilà. Donc, ça pose problème parce que, comme vous pouvez voir, mon classement, il est chiant, vu que la 3e et 4e place, c'est 2 personnes qui s'affrontent en demi-finale. Et la 1re et 2e place, c'est 2 personnes qui s'affrontent aussi en demi-finale. Donc, en tout cas, sachez que moi, je suis soit pour le Maroc, soit pour le Nigeria à la finale. Celui qui gagne cette demi-finale aura tout mon soutien le week-end prochain pour la finale, quoi. À mon avis, ça va être le Nigeria qui va gagner, mais j'espère que ça va être le Maroc. Voilà, c'est mon humble avis. Faites-en ce que vous voulez. Et enfin, le dernier sujet que je souhaite aborder, c'est tout simplement parce que ce week-end commence l'Open d'Australie. Et oui, saison 2 de Fan Club Podcast, nous gardons cette fanatitude du tennis. Sachez que j'ai fait une réelle coupure de tennis depuis maintenant presque 2 mois après l'ATP Final qui nous a fait perdre la place de numéro 1 pour Yannick Sinner, malheureusement. Mais bon,
C'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc j'ai fait une réelle coupure. Ça a repris depuis 2 semaines, une semaine ou 2 semaines, les tournois, mais j'ai pas trop suivi. J'ai pas eu très envie non plus de savoir quelles étaient les prédictions, de qui pourrait... J'ai pas du tout réfléchi. Parce que pour moi, l'Open d'Australie, il sert à ça. Il sert à me remettre dedans. Vous voyez, parce qu'il y a un décalage, donc dans tous les cas, j'ai pas besoin de... Je vais pas tout regarder. Mais ça me permet de suivre, de regarder les résultats et de me dire, ok, qui va d'être ça cette année et qui va pas d'être ça cette année. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire, mais peut-être qu'on peut faire déjà le point sur qui sera absent et qui sera bien présent à l'Open d'Australie. La première chose, c'est les grands absents. Kyrgios ne sera pas là. Il a eu une wildcard, mais il ne sera pas là. Et c'est tant mieux pour moi. Si vous n'avez pas la ref, allez écouter l'épisode de la semaine dernière. Draper, malheureusement, ne sera pas là non plus. Jack Draper, c'est pour moi l'un de mes chouchous en termes d'aura. Puisque pour moi, il y a très peu d'hommes comme Jack Draper et Holger Rune. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont gauchers et ils mettent une casquette à l'envers. Voilà. Tout simplement, c'est tout ce qu'il me faut pour être sous le charme d'un tennisman. Ensuite, grand absent aussi, malheureusement, Fils ne sera toujours pas là. Pour moi, c'est un grand problème parce que Fils, c'est censé être l'espoir, le grand joueur de tennis français. Mais il n'a pas fait Roland-Garros, il n'a pas fait Wimbledon, il n'a pas fait l'US Open et il ne fera pas l'Open d'Australie. Donc, ça fait 4 grands chelems qui loupent de manière consécutive. Et moi, je peux pas, genre, je comprends pas, en fait, à un moment donné, il va falloir se redresser, il va falloir faire quelque chose parce qu'à un moment donné, il y a Moutet, frérot, il va le dépasser. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc, Fils sera malheureusement absent. J'espère qu'il va se rétablir de cette blessure incessamment sous peu parce que moi, j'aime bien comment il joue. Et même, je trouve que c'est un bon gars, en fait. J'aime bien sa prestance. Bon, avec les tennisman, je me méfie de tout parce que après, on n'est jamais à l'abri d'apprendre une connerie qu'ils ont fait, mais je l'aime bien en tout cas. Lui. Voilà. Et pour rester sur les bah non, c'est tout. Au niveau des garçons, c'est un peu les 3 grands absents. Chez les femmes, malheureusement, nous n'aurons pas non plus Loïse Boisson qui a fait forfait. Mais je l'ai appris aujourd'hui, ce matin, lundi matin. Donc bah très triste parce que bah voilà, après la saison 2025 qu'elle a fait, bah je pense que le peuple français a beaucoup d'espoir en cette jeune tennisman. On va voir comment ça se passe, on va voir. J'espère que ce sera pas une trop grosse blessure. Mais bon, c'est vrai que ça fait plusieurs tournois, il me semble qu'elle annule, qu'elle fait forfait, donc c'est assez triste. Et également, on a eu l'annonce de Tsang qui ne sera pas présente à l'Open d'Australie. Ce qui est assez triste parce que donc c'est la finaliste de 2024. Donc bah voilà, ça laisse quand même pas mal de la place aussi chez les femmes, même si de toute façon chez les femmes en ce moment c'est beaucoup plus joué que chez les hommes. Donc voilà. Sinon les deux présences un petit peu étonnantes, c'est Stan Wawrinka qui sera en lice ainsi que Venus Williams. Venus qui bat le record du tournoi puisque elle entre à l'âge de 45 ans et du coup bah ce sera la joueuse la plus vieille à faire l'Open d'Australie quoi. Voilà. Et également une petite nouvelle que j'avais envie de donner, c'est que les cousins Vachereau et Rinderknecht seront en double. Voilà, ils seront bien présents en double et ça, je trouve ça trop cool. Donc j'ai très très hâte de les voir parce que genre j'espère qu'on peut faire un truc bien en vrai. Genre la France elle peut grave briller. Vous vous rendez pas compte. Mais moi, Vachereau Rinderknecht, j'ai énormément d'espoir qui sont placés sur eux. Voilà. Mon micro vient de tomber. Je suis absolument désolée si ça a causé du bruit. Ce n'est pas mon problème. Donc voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit au tout début, en commençant ce sujet, c'est que les tournois ont quand même recommencé depuis 2 semaines. Et du coup, à l'heure où je vous parle, il y a Brisbane qui a été fini et Hong Kong qui sont des ATP 250, donc c'est vraiment presque les plus bas.
avant les Challengers. Donc il y en a un qui a été gagné par Bublik et l'autre c'était par Medvedev. Donc bon, c'est assez rassurant de voir que les deux personnes les moins stables du circuit gagnent. Écoutez, voilà. Sinon, chez les hommes et chez les femmes, bah, tout le monde a commencé déjà sa saison. Il y en a que quelques-uns qui vont pas faire de tournoi avant de commencer à l'Open d'Australie. Et c'est, bien sûr, vous vous en doutez, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de pas le faire. Et aussi parce que ils avaient une exhibition en Corée du Sud ensemble. Et ça, c'était très mignon. D'ailleurs, il y a eu un petit... Puisqu'ils étaient en train de jouer contre en mode exhibition, en mode fun, quand tout à coup, un spectateur demande à Carlos Alcaraz en criant « Carlos, are you single ?» Carlos, es-tu célibataire? Et là, la réaction de Carlos, il est en mode « Moi ?» Il se pointe du doigt, puis il pointe du doigt Yannick Sinner, puis il se repointe du doigt, puis il repointe du doigt Yannick Sinner, puis il sourit à la caméra. Carlos, j'ai l'impression que t'es en train de refaire le plot de Heated Rivalry version tennis. Et ça me plaît, ça me plaît. Oui, je crois, et j'ai envie de croire en Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui sont ensemble. Je crois en Sincaraz. Sincaraz suprématie. Voilà, c'est dit. En vrai, j'y crois pas du tout. Mais par contre, j'adore qu'ils sachent que c'est un vrai truc et qu'ils en jouent. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils ont pris leur petit avion ensemble pour arriver à Melbourne afin de préparer le Grand Chelem. Donc ils ont pris leur petit jet privé en mode F1. Voilà. Mais du coup, c'était les deux joueurs qui n'avaient pas prévu de faire de tournoi avant le Grand Chelem. Mais finalement, ça ne sera pas les seuls... Enfin, quand je dis les seuls, c'est genre les seuls grands joueurs, quoi. Genre top 20, quoi. Top 50. Mais au final, ça ne sera pas les deux seuls, puisque il y en a un autre qui va rentrer sans avoir fait de tournoi. C'est Novak Djokovic, puisque il a fait forfait pour le tournoi d'Adélaïde cette semaine. Donc au final, il va arriver comme ça. Un peu à la One Again, Best to Fly. Bref. Et chez les femmes, il y a Tsang Qinwen qui, elle non plus, ne fera pas de tournoi avant le Grand Chelem. Donc voilà, moi ma prédiction c'est que Sinner va gagner parce que la dotation de l'Open d'Australie a atteint un niveau record. Ils ont annoncé une récompense de 74, oula, je sais plus dire les chiffres, 64 millions d'euros pour le vainqueur. Du coup, généralement, quand la dotation est énorme, c'est Yannick Sinner qui gagne parce qu'il est énormément motivé par l'argent. Si vous ne comprenez pas cette blague, n'hésitez pas à aller sur la sphère d'internet qui parle de tennis, puisque c'est un running gag assez quand même connu. Donc voilà, mais sinon j'ai vraiment du mal à donner une vraie prédiction pour l'Open d'Australie. Bien sûr, j'ai envie de dire que sur dur, ça va être Sinner et Sabalenka. Mais en vrai, c'est dur de donner une prédiction pour ce Grand Chelem parce que c'est le début de la saison. Les gens, ils sont pas encore... ils sont pas encore dans le truc. Donc en fait, c'est la reprise. C'est dur de reprendre. Les niveaux, ils sont pas encore stables. Enfin, voilà. Et on sait jamais, en fait. Il peut y avoir eu des grands changements pendant l'intersaison. Donc franchement, c'est trop dur pour moi de donner une prédiction. Je sais pas. En tout cas, bien sûr que mon rêve est toujours de avoir une finale Sinner-Alcaraz, même si peut-être qu'un jour je vais mourir en les regardant jouer, à quel point ça me fait faire des crises cardiaques, mais c'est ça l'amour du sport, et c'est pour ça qu'on vit, c'est pour avoir des grands moments comme ça, donc peu importe. Enfin voilà. En tout cas, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Je voulais juste vous dire aussi que je vais... Bon, je vous le dirai dans tous les podcasts, en vrai, dans les 2 prochains podcasts en plus. Mais je vais partir en vacances
au ski. Et du coup, ça nécessite que je préenregistre avec vraiment pas mal d'avance certains podcasts, notamment pas le prochain, mais celui d'après. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop si tout n'est pas à jour et surtout qu'il n'y ait pas de petite actualité du moment et que ce soit un sujet un peu plus vaste ou en tout cas que j'ai pu anticiper. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et voilà, restez des fans. Ciao!